Bonjour à toutes et tous, il est 11 h et je vous souhaite la bienvenue pour Focus sur Avranches FM. Nous sommes ensemble comme tous les jours pendant la saison jusqu'à 13 h, du lundi au vendredi. Pardon, nos semaines, parce qu'on sera du côté de Villedieu-les-Poêles le vendredi, mais on en reviendra bien sûr dans les prochaines éditions. Celle qui dit ouais, c'est Sophie qui est à mes côtés. Salut Sophie. Ouais, c'est pas très... Oui. Oui, bonjour ouais, Sophie. Ouais, bonjour. Comme le disait Louis XIV, ouais. Ah, il disait ça, Louis XIV. Il disait le jouet, c'est mouais, parce qu'il parlait comme ça. Ah, il parlait comme ça. Ouais. Bah, dites donc. Alors, voilà. On va voyager Sophie. dans le temps. Salut Stéphane, bonjour à tous. Mais je trouve que c'est un très bon rapprochement avec notre invité. Je l'ai pas fait exprès, mais en le disant, je me suis dit que c'était une belle perche. Même si nous ne sommes pas dans le perche, bon, on va arrêter là. Bon, on va arrêter parce que là, on est avec un voisin vraiment tout près d'Avranches. Oui. Et qui va nous parler d'un jardin extraordinaire et d'un château féerique, on pourrait le dire. D'ailleurs, j'ai mis quelques photos et ça a intrigué beaucoup de gens. Hein. Et donc, j'ai dit, écoutez Avranches FM et Focus ce midi, là, maintenant. Ça commence. Donc, bonjour, on est avec Bernard Le Gall. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Stéphane. Bonjour Bernard. Voilà, le propriétaire et le jardinier, je suis aussi passionné de jardin, donc du château de Chantor. Oui, exactement. Donc, on est les heureux propriétaires avec Iñaki du château de Chantor qui se trouve à Bassilly, donc pas loin d'Avranches, et qui est idéalement situé parce qu'on a la vue sur le Mont Saint-Michel, ce qui est tous les jours un cadeau extraordinaire lorsqu'on regarde. Voilà, mais il n'y a pas que la vue du Mont Saint-Michel, parce que rien que le château et son parc, ça vaut le détour, et on va en parler. Donc, et ça peut intéresser, donc évidemment, c'est un lieu touristique, hein, on va en parler, d'accueil de touristes, mais ça peut intéresser les gens du coin, et on va vous dire pourquoi tout de suite. Je fais un peu de teasing en bon français, de suspense, voilà, merci Stéphane. Bravo Sophie. Et donc, on va commencer avec le premier choix quand même, la première pause musicale et le choix de notre invité. Et donc, c'est Barbara. Barbara, c'est pour moi un personnage très important parce que depuis que je suis jeune, j'ai toujours écouté Barbara parce que, voilà, dans ma famille, on l'écoutait. Et des fois, les réponses qu'on ne trouvait pas à la maison, parce que les parents ne peuvent pas répondre à toutes les questions, des fois, je les trouvais dans les chansons de Barbara et je l'écoute quasiment tous les jours. Et la chanson que j'ai choisie, donc Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, ça me rappelle tous les concerts où j'ai été écouter Barbara, où il y avait une relation. Ah oui, quand elle chantait ça. Oui, on se sentait vraiment très proche d'elle, elle aimait son public. Et donc, à tous les concerts, elle la chantait. Il y avait une émotion, vous ne pouvez pas imaginer. Tout le monde se levait, tout le monde chantait, et il y avait une puissance extraordinaire. Donc, c'est toujours un plaisir de l'écouter. J'espère que vous allez l'aimer. Ah bah, pour nous aussi. Ouais. Oui, allez, certainement. On y va. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'il m'en souvienne, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages, sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon virage, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importait décembre si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route. C'est
celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je l'eus faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience et je calmé ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mais tant d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Que le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert la porte. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fais infidèle, mais vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fut doux. Oh, qu'il me fut doux ce premier sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour, vous souvenez-vous? Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre. Ici même, vous en souvenez-vous? À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venue pour vous dire ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Barbara pour Focus sur Avranches FM. Sophie, le premier choix de notre invité ce matin. Oui, Bernard Le Gall, merci déjà pour ce choix musical. Merci à vous. De nous offrir l'occasion d'écouter Barbara et cette belle chanson. Alors, on commence, la tradition veut qu'on commence par la présentation de l'invité, son lien avec le territoire aussi. Donc, vous nous avez dit que vous étiez donc installé au château de Chantor. Depuis combien de temps vous êtes au château de Chantor ? On est arrivé au château de Chantor il y a environ 6 ans. Dans quelques jours, ça fera 6 ans. Ah, ça sera l'anniversaire des 6 oui. ans. Et alors, votre parcours, est-ce que vous êtes du coin déjà ou... Du tout. Pas normand, non ? Non. Je suis arrivé en Normandie et dans la région grâce au château. C'est le château qui m'a fait découvrir la région, le Cotentin et la baie du Mont-Saint-Michel. Bien sûr, j'étais venu enfant avec mes parents au Mont-Saint-Michel à 2 reprises, mais sinon, je connaissais vraiment pas bien du tout le Cotentin. Et alors, comment vous êtes arrivé à cette idée un peu folle de reprendre un château comme ça ? Oui, vous avez raison, c'est une idée complètement folle. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que avec Iñaki, on est amoureux du 18e français et des châteaux. Ouais. C'est l'époque alors déjà. C'est l'époque, exactement. C'est un style très français et d'élégance, etc. et d'art. Et c'est vrai qu'on adorait partir en week-end en chambre d'hôte dans des châteaux. Et un jour, on s'est dit, mais pourquoi on n'arrêterait pas de travailler à Paris et de Donc vous étiez vivre... à Paris, On habitait à Paris, tout à fait. Moi, et ma famille est parisienne. Oui, et vous avez fait des études, alors qui ont un lien peut-être avec le jardin, le parc, non ? Peut-être, de biologie, oui, c'est ça ? de biologie, parce que voilà, j'adore les sciences, j'adore les animaux, et j'ai fait des études, une thèse en neurosciences. Ah oui ? Alors c'était quoi le titre de votre thèse ? Le titre de ma thèse, j'ai travaillé sur une petite région du cerveau qui s'appelle la formation réticulée et son rôle dans la mémorisation, dans la mémoire. Ah, ça m'intéresse, la mémoire, parce que c'est une grave question. Mais tu as la mémoire qui flanche. J'ai souvent la mémoire qui flanche. Merci Sophie pour la perche. Comme tout le monde. Voilà, oui, donc vous êtes
étiez parti là-dessus, oui. Donc, et vous faisiez à Paris, vous travailliez dans le domaine D'abord, j'ai travaillé au scientifique. CNRS et ensuite, j'ai travaillé pour un laboratoire. D'accord. Et donc, tout d'un coup, vous êtes dit, on va changer de vie complètement. Alors. Exactement. À partir de 45 ans, on se pose des questions. Il y a un cap là. Ouais, on change parfois de vie. Ouais. Ça peut commencer à 40 ans. Certains, c'est un peu plus tard. Ouais, certains, c'est même tout le temps, je vous rassure. Ça s'arrête jamais. Et a germé cette idée et cette volonté vraiment de quitter Paris pour habiter en province et de vivre dans un château. Et l'activité qui était la plus appropriée, c'était chambre d'hôte. Donc on a commencé à chercher un château, ça a pris 3 ans. Alors vous avez cherché partout, dans toute la France ? Pas exactement, on a cherché... Quand même, vous aviez... Oui, on vous s'est vouliez donné... aller dans l'Ouest ? Soit la vallée de la Loire, soit la Normandie. Voilà. Et finalement, on est arrivé, ça devait se faire en Normandie et dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ce château, tout de suite, il nous a plu. Parce que c'est pas facile. Donc 3 ans, c'était pas facile de trouver un château. Oui, c'est pas comme acheter une petite maison, un appartement. Acheter un château, c'est compliqué. Il y a beaucoup de critères. Ça prend du temps. Et il y a moins de choix qu'un appartement. On a travaillé avec des agences qui étaient spécialisées dans l'achat de châteaux. Et c'est celui-ci qui nous a appelés et où on est arrivé. Et... Ça a été tout de suite un coup de foudre ? Oui. Ah oui, tout de suite. Arrivant. Déjà, je vous l'ai dit, notre préférence, c'est le 18e français. Ouais. Celui-ci est 18e parce qu'il a été bâti en 1780. Et il y avait aussi, ce qui est compliqué de trouver quelquefois, c'est à la fois un beau château et un beau parc. Et là, il y avait les deux. Il y avait les deux, ouais. Et ça, c'est une vraie opportunité, c'est une vraie chance, vous voyez, de trouver ce couple. Parce que les deux sont importants. Vous voyez, quand vous visitez un château ou quand on crée un château, il doit y avoir, les deux doivent se répondre, les deux doivent fonctionner. Au 18e, on parlait pour le parc des salons extérieurs. C'est-à-dire qu'il y avait les salons à l'intérieur du château, mais il y avait aussi les salons à l'extérieur. C'était comme des pièces qui s'ajoutaient. Ouais. Voilà, on créait les deux. On ne pouvait pas penser, imaginer d'avoir qu'un château. Non. Il devait y avoir cette dualité qui devait s'embellir mutuellement. Et comment vous y connaissiez comme ça, alors en château du 18e Alors ça, c'est au cours, déjà l'histoire familiale, avec mes parents, on visitait souvent des châteaux, on allait souvent visiter la vallée de la Loire, ensuite les lectures, et les visites ensuite, quasiment tous les week-ends, on visitait des châteaux. À Paris, il y a des musées extraordinaires qui vous racontent l'histoire du 18e français, des meubles, de la peinture et des lectures. Voilà, c'est tout. Et c'est ça qui a bâti cette envie et cette connaissance et cette culture. Ouais, c'est une belle histoire. Bon, on va parler justement de l'histoire du château plus en détail, de ce que vous proposez comme chambre et comme logement, et puis ensuite on finira par le parc. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on écoute votre deuxième choix musical, et alors ça me plaît beaucoup parce que c'est mon compositeur préféré, pianiste, et en plus il est normand. C'est Erik Satie, les gymnopédies. Hein. Le mouvement lent. Et là, j'avais la version d'Anne Kefelec. Voilà. Très bien. On va écouter Merci. Ça.
10 secondes. Tiens, regarde. Les gymnopédies de Satie pour Focus sur Avranches FM, c'est tellement magnifique, ça n'a pas pris une ride, hein, ça, hein, franchement. Bon, non, ça prendra Deuxième choix de notre invité, on les entendra tous de toute manière aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On écoutait la gymnopédie de Satie et en regardant les photos sur la page Facebook. Voilà, oui, ça le fait. Hein. Satie ça va bien ensemble. Même si ce n'est pas la même époque, parce que comme vous nous l'avez expliqué, vous direz c'est de toutes les époques, hein, parce qu'il est aussi, c'est vrai. Mais il date du XVIIIe siècle. Alors, justement, racontez-nous un petit peu l'histoire du château, les différents propriétaires, parce que je crois que vous connaissez tout. Bien sûr, toute l'histoire. Très bien. Alors, ce que je voudrais dire par rapport aux périodes, donc c'est vrai que le château, comme je le disais, a été bâti en 1780 par le seigneur de Chantor, qui était le propriétaire des terres au XVIIIe. Qui s'appelait comme ça, alors c'était son nom. Il s'appelait le seigneur Ernaud de Chantor. Et il va construire ce château sur cette colline, à l'endroit où on se trouve à Bassilly, pour voir le Mont-Saint-Michel. Et ce qui est incroyable, c'est que de son lit, au premier étage, c'était très étudié. Exactement, on a toujours l'alcôve dans lequel se trouvait son lit. Il pouvait, de son lit, voir le Mont-Saint-Michel par la fenêtre. Et quand la fenêtre est ouverte, ça donne sur un balcon. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est notre suite Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire que nos voyageurs qui viennent du monde entier, nos hôtes, peuvent bénéficier de cette vue vraiment elle doit être très demandée. Hein. Oui, tout à fait. Et ce qui est aussi fantastique, c'est que le paysage est resté intact. On a vraiment le même paysage qu'au XVIIIe et au XIXe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pollution visuelle, entre guillemets, qui ont été bâties, ce qui pourrait arriver. Et ça, c'est un point aussi qui était important dans le choix de ce château, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'éléments qui pouvaient venir nuire au plaisir de se trouver dans un lieu hors du temps et qui a gardé, vous voyez, ce sublime du beau, du paysage, des beaux arbres et du bocage qui est conservé autour de Chantor. Oui, alors on peut dire Chantor, oui, c'est à l'écart des grandes routes, hein, c'est ça qui est bien, mais c'est très facile d'accès puisque c'est quand on va d'Avranches à Sartilly. Hein, et on est avant Sartilly. Voilà, c'est un peu, il faut tourner à gauche. Sur la route de Saint-Jean-Thomas. C'est la route de Saint-Jean-Thomas, oui, c'est ça. Juste avant d'entrer dans le village de Chancé. Qui s'appelle la Côte de Chantor. Oui, d'ailleurs, c'est Bassilly, mais en fait, ça m'a toujours étonné parce qu'on est plus près de Chancé, non ? Tout à fait. Bassilly est vraiment une commune très étendue. Il y a un petit bourg, mais c'est vraiment très étendu et on est vraiment limite Chancé. Et donc, alors après ce propriétaire, donc il y en a eu d'autres. Oui, alors ensuite, le fils des premiers bâtisseurs de Chantor vont vendre le château et ils vont vendre le château à un personnage important pour le parc. Ça va être le député d'Avranches, le député Angot, sous le Premier Empire, donc début 19e. Et ce personnage, c'est un personnage érudit qui connaît beaucoup de choses, qui a beaucoup voyagé, qui a passé du temps aux États-Unis avec les nouvelles idées qui arrivent. Et quand il va arriver à Chantor, il va avoir une vie culturelle importante, il fait beaucoup de dîners. Les dîners sont très à la mode en ce moment, aux actualités. Et il va faire, c'est vrai. Il va faire beaucoup de dîners. Ouais, à notre époque, il aurait été dénoncé par les réseaux sociaux. Et donc, lui va modifier le parc. Le parc qui était au départ avait la même surface qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 19 hectares, mais c'était un parc agricole. C'est-à-dire que c'était un parc qui permettait de nourrir, de vivre en autarcie les habitants du château. Donc il y avait les vergers, il y avait la métairie, il y avait le potager, il y avait le bocage pour les vaches, les moutons, il y avait les viviers pour pouvoir manger du poisson. Ah oui, aussi. Oui, c'était important les viviers, parce que vous vous rappelez, avant, c'était une des habitants qui était très catholique, et il fallait manger du poisson, tous les vendredis, carême, etc. Voilà, oui, je crois qu'il y avait plus de 200 jours par an, enfin c'est plus ce qui de 100 a fait la jours richesse. par an. J'ai appris ça quand j'ai visité le port de Granville, et c'est ce qui a fait la grande richesse du port de Granville et des Terre-Neuve, c'est qu'il fallait manger beaucoup de poissons. Et ça a été quand la France s'est un petit peu déchristianisée, ça a été une perte économique en fait. On voit les conséquences de l'évolution, c'est intéressant. Ouais. Et donc là, il y avait des viviers, alors d'eau douce, de poissons d'eau douce. Exactement, parce qu'il y a des sources. Ouais. Ensuite, la forêt pour la chasse. Et
tout ce parc permettait de nourrir tout le monde 305 jours par an. Ah ouais, on pouvait plus le personnel et la domesticité. C'est bien, pour aller à la pêche, il n'avait pas loin, là, monsieur. Ouais. Exactement. Même pas besoin d'aller à la mer. Ouais. Et ensuite, donc, ce personnage dont je parlais, qui arrive sous le Premier Empire, début 19e, le député Angot, lui va commencer à transformer, vu sa culture, sa connaissance qu'il avait des arbres, des parcs qu'il avait visités, va commencer à transformer une partie de ce parc agricole en parc paysager à l'anglaise, qui sont les parcs qui sont à la mode à ce moment-là. Les parcs romantiques. Parcs romantiques. Je reviens du Petit Palais, l'exposition. D'ailleurs, je conseille pour ceux qui iront à Paris. J'y allais pas pour ça, mais je me suis dit autant allier l'utile à l'agréable. Ou l'agréable à l'utile. Et en fait, il y a une exposition au Petit Palais qui s'appelle le Paris romantique, justement du début du 19e siècle. Et on voit ça justement aussi bien dans la musique d'ailleurs et dans la peinture et l'amour de la nature, une nature un peu qui a l'air sauvage, qui n'est pas sauvage, mais qui doit donner l'impression un peu de... Ce mouvement artistique qu'on appelle le mouvement romantique est un mouvement fondamental, donc de la première moitié du 19e, et qui va vraiment imprégner tout le reste des mouvements qui va y avoir ensuite culturel, artistique, même politique, social, de tout le 19e jusqu'à la Première et Seconde Guerre mondiale. Mais même aujourd'hui, même si tout ça a été changé à cause de ces deux guerres, on reste imprégné de cet esthétisme qui a été vraiment travaillé par les romantiques à ce moment-là. Aujourd'hui, on va aimer les arbres d'une certaine façon, on va aimer la nature d'une certaine façon, et ça nous vient de ce mouvement romantique. Et donc, qui s'éloigne du jardin à la française, justement. Du 18e. Du 18e, oui. Au 18e, on est sous une monarchie absolue, donc vraiment la rigueur, il faut que ça soit droit, il faut que ça soit carré, on ne rigole pas. Là, tout ça, les gens en ont un petit peu marre, ils l'ont manifesté avec la Révolution française, par exemple. On veut plus de liberté, on veut moins de contraintes. Et ça, on va le retrouver grâce à ces parcs paysagers. Alors, c'est plus les Anglais, les Allemands qui vont être des leaders, précurseurs, parce que nous, on est préoccupés par notre révolution. Et on va mettre du temps à s'en remettre quand même. Il faut se reconstruire, il faut retrouver... surtout qu'il y en aura d'autres pendant le 19e. Tout le 19e est une crise. Donc c'est difficile pour les Français, il faut le dire, à cette période-là. Donc, quand on est en période de crise, on est moins créatif. Quoique, quand même, quand on voit le 19e, même en littérature et en musique, c'est quand même très créatif. Il y a le romantisme, etc. Mais voilà, on va créer différemment. Mais vous avez raison, tout à fait, on va créer différemment. Mais en tout cas, les Français vont prendre un peu les rênes de tout ça, alors que pendant le 17e, 18e, la France est vraiment, point de vue culturel et artistique, c'est eux qui vont donner le là dans toute l'Europe. Et là, ça va un peu diminuer. Là, ils vont suivre le mouvement. On va plutôt suivre le mouvement. Et donc, ce député Angot, il va commencer à créer un parc romantique, paysager. Alors, c'est quoi un parc romantique paysager ? On va commencer à terrasser le terrain, mais pas plat comme dans les jardins à la française. On va niveler en donnant des buts, en créant des buts, en donnant des vallons. Il ne faut surtout pas que ça soit plat. Beaucoup de pelouses, ce qu'on appelle les pelouses à l'anglaise, des belles pelouses bien tondues. Et on va planter par endroits, en isolé, des arbres exotiques, des arbres rares qui vont pouvoir s'épanouir. Et on va créer des bosquets, par contre, par endroits, de belles futaies d'arbres plus communs, comme le chêne, les châtaigniers, les frênes, etc. Et les chemins qui avant étaient droits, on va faire des chemins qui serpentent. On va rajouter de l'eau. Là, l'eau qui était dans les jardins à la française, c'était des miroirs seulement. Là, l'eau va commencer à courir dans des petits ruisseaux qui tournent, qui sont jamais droits, avec des cascades. Il faut qu'on entende le bruit de l'eau. Vous voyez, c'est la musique de l'eau. C'est pour ça les cascades, c'est qu'on entend l'eau comme ça. Et à Chantor, on va avoir plus de 14 cascades. Et quand vous vous promenez, vous avez le chant des oiseaux et vous avez également la musique que fait l'eau en tombant. 14 cascades. Exactement. C'est impressionnant, ça. Et tout ça construit, c'est ça. Tout ça construit. Rien, tout doit paraître naturel, alors qu'en fait, mais il doit répondre à un fantasme, à une idée que l'architecte paysagiste qui l'a créé, ou son propriétaire, comme le député Angot, doit ressembler à cette image qu'il a des parcs qu'il a visités en allant aux États-Unis. Vous savez, ces grands arbres, par exemple, ces grandes cascades qu'il va voir, par exemple, en Virginie, etc. On va concentrer tout ça dans des différents petits jardins qui vont composer comme un puzzle un grand parc où vous allez passer des États-Unis à l'Asie avec les bambouseraies,
Voyez, où ah oui, on souffle sur le monde aussi, donc on peut mettre un peu de toutes les régions. De toutes les régions. Du monde. Il va y avoir, par exemple, les bosquets des Douglas. Lorsque vous le regardez de loin, on a l'impression d'être dans les Vosges, de voyager. Et ensuite, il y a le petit pont japonais. Vous allez aller sur une île et vous vous sentez au Japon. Alors justement, on va peut-être... là, on est déjà parti sur le parc, mais c'est pas... Mais on va peut-être raconter la suite de l'histoire, parce que, alors justement, ce petit pont... je crois qu'il y a une histoire, c'est vous qui avez retrouvé, il avait disparu. Alors... Exactement. Lorsque nous sommes arrivés, le petit pont n'existait pas. Alors, refaites-nous le lien entre... Alors, on était au début 19e avec le deuxième propriétaire. Oui. Il y a eu... Alors, combien de propriétaires encore après Ensuite, il va y avoir un autre. Donc, les enfants... Enfin, un enfant donc, du député Angot va vendre le château à une baronne d'Empire, la baronne Travaux. Elle ne va pas apporter de travaux majeurs significatifs. Elle portait mal son nom, alors. Et elle va le vendre à nouveau, ce château, au précédent propriétaire auprès de qui on a acquis le château. C'était les Genreau. Les Genreau sont arrivés sous Napoléon III. Eux, ils ont de grandes ambitions. Lui, il est avocat général à la cour impériale de Paris. Donc, c'est un bourgeois. On n'est plus sur de l'aristocratie comme on était, ou la noblesse, comme on l'était à la création du château, bien sûr. Le régime va changer, on est sous un nouveau régime, et là, c'est la bourgeoisie qui a le pouvoir et qui a l'argent. Ils vont acheter ce château et ils vont l'agrandir. Donc, ils vont rajouter une aile. Ensuite, au niveau et ils vont transformer également l'aspect extérieur du château. C'est-à-dire le château qui avait une couleur blanc cassé, vous voyez, crème. Il est devenu rose. Il est devenu ocre rouge. Ocre rouge. Et c'est la volonté de l'architecte paysagiste qui a repensé le parc et le château à ce moment-là, c'est que comme vous avez un beau ciel bleu en Normandie et que vous avez une belle herbe verte, entre les deux, il veut rajouter un château avec une couleur chaude. Vous voyez, une couleur qu'on va voir. Et il va lui donner cette teinte ocre rouge. C'est pensé par rapport au paysage. C'est pensé par rapport au paysage. Et quand vous arrivez à Chantor, il y a une grande avenue et que vous voyez le château comme ça, qui est ocre rouge, entre ces deux couleurs froides, c'est vraiment un effet extraordinaire. Ah ouais, donc il y avait alors lui, mais pas tellement le parc là. Le parc était un peu les en nouveaux repos. Propriétaires qui vont arriver sous Napoléon III, eux, ils vont apporter de grands travaux au niveau du parc. Ouais. Ils vont continuer, ils vont réduire la partie parc agricole et ils vont augmenter la partie de parc paysager à l'anglaise en rajoutant ce qu'on appelle les fabriques de jardin. Qu'est-ce qu'on appelle les fabriques de jardin ? Ce sont des éléments bâtis qui vont servir à décorer le parc et agrémenter la promenade des visiteurs du 19e. C'est-à-dire qu'il y a, vous vous rappelez, donc dans les pré-romantiques, à la fin du 18e, Jean-Jacques Rousseau va vraiment... Les rêveries de promeneurs solitaires. Exactement, va apporter les bases vraiment de la promenade dans les jardins, dans les parcs paysagers. Et on réfléchit à comment le promeneur, où il doit aller, ce qu'il doit voir, qu'est-ce qu'il va apprécier. Et donc, ces fabriques, elles vont être comme des marqueurs qui vont vous permettre de vous déplacer aussi d'une certaine façon et vous arrêter et regarder. Donc, dans les fabriques de jardin, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Par exemple, les cascades. C'est-à-dire que la rivière, elle s'appelle ce qu'on appelle une rivière anglaise. C'est-à-dire que son lit est en béton, est en ciment plutôt. On adore ça à la fin du 19e. C'est-à-dire qu'on pense que le béton va remplacer la pierre. On sait aujourd'hui que non, mais il rêvait que ça allait. On va pouvoir construire des montagnes. Vous êtes déjà allé, par exemple, aux eaux de Vincennes. Oui. Aux eaux de Vincennes, on a créé des montagnes sur lesquelles il y a des bouquetins qui se placent. C'est complètement créé. C'est-à-dire que c'est un mélange de pierre, de ciment et de chaux. Et tout ça, ça a donné des éléments. Mais ça ressemble quand même à de la pierre, quoi. Ça ressemble complètement à de la pierre. Quand vous venez à Chantor, vous le verrez. Ça fait pas bétonné du tout. Pas du tout. Parce qu'il y a ce mélange avec la chaux, vous voyez, qui fait que ça rend plus naturel. Et en vieillissant, il se patine. Donc, ils vont construire les cascades, ils vont construire des petits ponts en ciment qu'on s'appelle du rusticage, c'est-à-dire qu'on va imiter le bois avec du ciment. Le rocaillage, c'est le nom que portent les ensembles de pierres, de rochers. Et il va y avoir la tour. La tour, je ne sais pas si on en parle tout de suite, mais est un élément... On va peut-être en parler après une pause musicale, parce que là, on est parti, et c'est passionnant. On y est, là. On y est. On a envie d'y être. C'est pas fini, parce qu'il y a plein de choses. Et puis, on va parler de la tour, et puis des animaux aussi que vous avez ajoutés. Là. Mais on va faire une pause musicale. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez parce qu'on avait parlé de Léo Ferré, La mémoire et la mer, mais je me disais que le jardin extraordinaire de Trenet, c'était pas mal aussi. Oui, c'est vraiment, je pense que ça va nous continuer à nous faire voyager. On écoutera Ferré plus tard, et on va écouter Trenet, voilà. C'est un jardin
extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont Monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire. Loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnaient des primevères. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut, toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit, quelle distinction! Maman, dans ce jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans mon jardin extraordinaire. Un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du luth pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi. La douceur d'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où ce jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Charles Trenet, donc avec le jardin extraordinaire, et il a l'air extraordinaire justement celui du Château de Chanteur. On a envie d'y être, n'est-ce pas Sophie ? Ah oui, bien sûr. On peut déjà rêver avec les photos, et puis avec ce que nous explique en plus notre guide, qui est le propriétaire du château actuel, Bernard Le Gall. Ouais. Merci beaucoup. Et on n'a pas fini parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Alors oui, on va quand même rappeler, mais je sais que vous voulez surtout parler du château, du parc. Mais donc vous nous avez expliqué que le parc est un élément du château, hein, pour tous les propriétaires d'avant et pour vous aussi. Et donc on peut quand même rappeler que vous faites B&B. Hein, oui. Et alors donc on a parlé de la chambre Mont-Saint-Michel, la plus prestigieuse, puisqu'en plus on a la vue sur le Mont-Saint-Michel. Alors il y a combien de chambres en tout ? Donc il y a 5 chambres en tout. On a 3 chambres et 2 suites qui donc sont dans le château au premier étage. Donc il y a la suite Mont-Saint-Michel. On a la chambre ovale, parce qu'on a la chance d'avoir une chambre qui a une forme originale. Ah oui. On a la chambre du marquis, la chambre baroque, et enfin il y a la suite familiale qui est la suite du vicomte, parce que les anciens propriétaires étaient vicomtes et vicomtesses. D'accord. Ah ouais. Et chacune donc est différente. Et il y a eu un gros travail pour les refaire, oui. Oui, c'est-à-dire que comme nous sommes arrivés, le château n'avait pas vu de restauration depuis quelques années, donc nous avons fait une restauration. Pas une rénovation. C'est-à-dire qu'on a essayé de garder l'esprit et l'époque du château, qui est donc 18e. Donc, cette restauration, on a essayé d'être au plus proche. Donc, on a mis en place des tentures murales, comme on aimait au 18e et au début du 19e. On a essayé de retrouver les couleurs qu'on aimait
à cette période-là. Ouais. Donc, par exemple, dans la salle à manger où nos hôtes prennent leur petit déjeuner, on a utilisé la couleur qui était à la mode au 18e dans les salles à manger, ce qu'on appelle le vert de gris. Ah, c'est vert de gris. Vert de gris, c'est la couleur verte de l'oxydation, la couleur de l'oxydation du cuivre et du bronze. Hein. Ouais, donc, donc c'était vraiment très à la mode. Un vert doré un peu. Oui, exactement. Ouais, cuivré, ouais. Ensuite, on reprend des couleurs qui sont souvent simples au 18e, parce que c'est le peintre qui fait ses couleurs, qui fait ses peintures. Il ne va pas l'acheter chez un marchand. Il fait son mélange et il rajoute ses pigments, qui sont souvent de la terre, vous savez, les terres de sienne, brûlées ou pas, etc. Et il fait aussi des gris, parce qu'il mélange après les restes de couleurs. On est économe. On recycle. Donc, on retrouve souvent dans les couloirs les gris, parce que c'est souvent les fins de chantier du peintre. D'accord. Voilà. Le blanc arrive tardivement, mais c'est vrai qu'à Versailles, dans les derniers bâtiments construits, on commence à voir apparaître le blanc. Et on a un gîte dans la maison du régisseur, pour des familles jusqu'à 5 personnes. Ah, donc il y a aussi un gîte. Alors là, Oui. on est autonome, c'est ça? Exactement. Et on réserve, c'est pour un plus longue durée? Oui, c'est-à-dire en saison, là, comme en haute saison, c'est minimum une semaine, mais sinon, hors saison, on peut réserver à partir de 2 jours le gîte. Mais Et donc c'est souvent cette maison du régisseur se trouve dans le parc, dans le parc, à côté du À côté- château, à certainement. côté vraiment voilà. du château. D'accord. Bon, alors revenons, on a hâte de revenir au parc. Alors vous nous avez raconté, on était restés, donc on avait parlé des cascades et la tour. Voilà. C'est quoi cette tour? Alors cette tour, c'est un élément vraiment extraordinaire et enchanteur du parc Chantor. C'est-à-dire que lorsque les précédents propriétaires arrivent, sous Napoléon III, ils ont envie d'avoir l'eau courante. Malheureusement, la ville de Chantilly, de Bassilly, excusez-moi, c'est un château aussi. Oui, voilà. Bah tout oui, à fait. Tout à fait. Chantilly, Bassilly, voilà. Et Chantor, il y a quand même des petites ressemblances. Ouais, ah oui, Donc- si on mélange les Oui. deux. Donc la ville de Bassilly, à cette époque-là, ne propose pas l'eau courante encore. Et donc l'idée, c'est de créer un château d'eau pour être au-dessus, plus haut que le château, et apporter partout dans le château, grâce à des tuyaux de plomb, c'est pour ça qu'on parle de plombier par exemple, Ah de oui. plomberie, va amener de l'eau sous pression directement dans les salles de bain, dans les offices et dans la cuisine. Et comment on remplit l'eau, la tour d'eau? Alors l'eau, elle C'est l'eau de arrive... pluie ou de... Non? C'est l'eau des lacs. Eau On des boit à l'époque l'eau des lacs où on, Voilà, on c'est s'en peut-être sert. sûrement On va moins boire l'eau du pollué que puits. maintenant. Voilà, on est bien d'accord. Et on était aussi d'un point de vue immunitaire plus costaud Ouais, qu'aujourd'hui. peut-être aussi, Hein, ouais. donc on Voilà. peut se permettre Voilà. de boire l'eau comme Ouais. ceci. Et au lieu de créer un château d'eau qui ne s'intègre pas Ah dans ouais. le paysage Ah. du parc, Évidemment, oui, bien sûr. ils vont créer une tour médiévale. C'est-à-dire que c'est une tour circulaire avec des pierres apparentes et des fissures. On l'a créée avec des fissures. Pourquoi avec Pour faire des fissures? ancien déjà, ouais, c'est Voilà, ça. Ah pour lui ouais. donner un aspect ancien. Et vous vous rappelez, on a parlé des romantiques, du mouvement romantique. Et dans le mouvement romantique, on va aimer les ruines. Et on aime le Moyen-Âge, on retourne On au Moyen-Âge. retourne au On voit bien Moyen-Âge. avec Victor Hugo. Et, ouais. Exactement, qui était banni pendant Ouais. le siècle des Lumières, parce que ça représentait Bah, un peu c'était le l'obscurantisme. Moyen-Âge, ça voulait dire c'était péjoratif, hein, bien sûr. Exactement. Et là, on le redécouvre ouais. et on aime toutes ces Ouais. ruines, vous voyez. Et ils l'ont créé comme ceci. Et c'est une tour enchantée. Pourquoi? Parce qu'elle est hantée. Pourquoi hantée? Mais parce que pendant la deuxième période du 19e, on adore le spiritisme. C'est une mode qui vient des États-Unis. Et toute la bourgeoisie fait tourner les tables. Rappelez-vous, Victor Hugo, Ah, Victor Hugo, Jersey, à Jersey, ouais. Guernesey. Là, Sophie est heureuse. On a encore placé Victor Quelqu'un qui Hugo. me parle de Victor Voilà. Hugo. Personnage extraordinaire, Ah bah, oui. très important pour le 19e français. Il va tenir tête à Napoléon III. Bon, revenons à la tour hantée. Donc, dans cette tour hantée, il y a aussi, pendant le romantisme et tout le 19e, on adore ce qu'on appelle les romans gothiques. Oui, Ce graphic sont novel. des petites nouvelles ou Ouais. des romans qui parlent de surnaturel. On a le goût des fantômes. Il y a Frankenstein. On réfléchit sur cette dualité entre le corps et l'esprit. C'est tous ces petits romans. Et ben cette tour, elle provient d'une petite histoire comme ceci. Et on voulait faire peur aux promeneurs. Ah bah, c'est le début du fantastique aussi. C'est hein, le début du fantastique. On aime Très se faire juste. peur. Ah oui, donc cette tour, il fallait qu'elle fasse un peu peur, le côté ancien, dans la nature. Voilà, on retrouve tous Exactement. les éléments. Ouais, Dans du une fantastique. forêt sombre. Ouais. Et il va y avoir un pentagramme
Donc un pentagramme, c'est quoi? C'est une étoile à 5 branches dans un cercle. Et à cette époque-là, ça servait de porte pour communiquer avec l'au-delà, pour les séances de spiritisme. D'accord, donc il y a un signe. Et en clé de voûte de l'entrée de la cave de cette grotte, il y a une tête d'esprit. Donc, qui a été gravée alors c'est une pierre qui a été sculptée en tête d'esprit. Et donc ça devait faire peur aux promeneurs. Ah donc ça a été vraiment très conçu. Et là, on parlait du joint de l'utile et de l'agréable. Donc là, c'est vraiment l'idée. C'est un côté pratique et on transforme ça. Voilà. Contrairement à aujourd'hui, où des fois un château d'eau ne va pas toujours s'intégrer dans le paysage d'une ville, là, c'était pas pensable au 19e de ne pas penser l'intégrer à un lieu en particulier et qu'il y ait une architecture particulière qui soit belle, esthétique et fonctionnelle. Ça, c'est très 19e. Est-ce qu'il sert encore pour l'eau ou non plus maintenant? Non, ça ne sert plus aujourd'hui. Mais ça sert et donc, le système qui permettait de faire arriver l'eau en haut de cette tour, c'est donc de l'eau qui arrivait des lacs, qui se trouve bien à 200 mètres de la tour. Le système qui permettait de déplacer cette eau, c'était pas une pompe à eau, c'était ce qu'on appelle un bélier hydraulique. Un bélier hydraulique, ça a été inventé donc au 19e siècle. C'est un système qui permet de déplacer de l'eau sans énergie autre que l'énergie propre de l'eau. Ça, c'est extraordinaire parce que ça ne pollue pas. Ça nécessite ni charbon, ni électricité, ni pétrole. Vous voyez, et essence. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Ça serait il y a un peu moulin, long. Il y a un système de moulin, non? De turbine. Vous voyez, je vais aller très vite pour expliquer. Vous avez les lacs. Ouais. Donc, on construit un lac on creuse un lac qui est profond, par exemple 3 mètres de profondeur. L'eau qui se trouve au fond du lac, elle a une pression parce que les molécules d'eau qui sont au-dessus appuient. Donc, elle emmagasine de l'énergie. Cette énergie, on va se servir de cette pression de l'eau dans ce système pour déplacer l'eau plus loin. Donc c'est un petit système ingénieux, très simple, de valves, un peu comme un cœur. Vous êtes scientifique et vous êtes très pédagogue parce qu'on a très bien compris. Absolument. Vous pouvez recommencer néanmoins. Et donc, oui, mais on n'utilise plus ce système-là. Mais non, parce que notre système est fait de telle façon qu'il faut vendre du pétrole, il faut vendre de l'énergie. Mais maintenant, justement, on cherche des idées pour changer. Il faut absolument développer ça. Donc Et donc, il y a des sociétés qui créent des béliers hydrauliques. Et je recommande à ceux qui voudraient déplacer de l'eau, qui ont des bassins, vous voyez, qui font un peu de profondeur. Il y a quelques contraintes quand même, mais qui ont un bassin avec un peu de profondeur, ils peuvent faire fonctionner leur bélier hydraulique et déplacer de l'eau. C'est magique. C'est fantastique, comme la tour. C'est fantastique. Et donc, alors le petit pont. Alors, parlez-nous du petit pont aussi japonais, parce que ça, on aimait bien. Oui, donc on voyageait loin à cette époque-là. Alors, on voyageait peu. Il y a peu de gens qui voyageaient, mais il y avait quelques personnes qui avaient la chance de voyager, et eux ramenaient des récits, eux ramenaient des estampes, ramenaient des images. Vous voyez. Et c'était des pays étrangers fantasmés. On permettait de rêver. Et ça, quand on voyait ça, qu'on habitait par exemple en Normandie, on voyait une estampe, on lisait un livre sur quelqu'un qui avait fait un voyage dans une jungle asiatique, indienne. À ce moment-là, le bourgeois qui crée son parc, il a envie de retrouver cet univers, vous voyez, dans son jardin, dans son parc. Et il va demander à l'architecte paysagiste de lui créer un parc avec, par exemple, des jungles de bambou, par exemple, avec des cascades, comme dans l'Himalaya, etc. Et le pont japonais, évidemment, on a vu des belles estampes avec des beaux ponts rouges et noirs, impériaux, et on veut le retrouver dans son parc. Alors, il avait été créé à la fin du 19e, comme il était en bois, un jour, à cours de tempête, où il est tombé dans l'eau, il avait disparu, la nature avait repris ses droits. Et nous, on a vu des cartes postales de la fin du 19e ou début 20e où on voyait ce pont. Et on l'a fait reconstruire à l'identique pour le remettre à sa place. Vous avez demandé à Oui. Un ébéniste, un menuisier de reconstruire. On lui a montré la carte postale et il l'a reconstruit à l'identique. Il y en a un qui est très bon, c'est à Bassy, non? D'ailleurs, il est dans le coin, non? C'est pas... Non, écoutez, je ne connais pas tout. Il y a beaucoup de menuisiers. Mais bien sûr, on a essayé de travailler surtout avec des artisans locaux. Dans le coin, oui, tout à fait. Et donc là aussi, vous avez reconstitué grâce aux photos, aux cartes postales. Ça, c'est... Comme quoi les archives, c'est important. Parce que la mémoire se perd très vite. Quasiment en une génération, on peut oublier les choses. Comme nous, on a essayé de faire un travail d'archéologie et de remettre le parc, retrouver l'ambiance du 19e pour le parc, les photos nous ont beaucoup aidés.
Voilà, donc le château, c'est plus de 18e. Et donc on voyage aussi dans le temps. Tout à fait. Et alors parlons aussi, parce que vous nous disiez en introduction, en présentation, que vous étiez aussi passionné par les animaux. Alors Oui. je crois que donc il y a plusieurs animaux dans ce parc aussi. Tout à fait. Donc depuis enfant, j'ai la passion des chevaux. Donc mon premier rêve, évidemment, à Paris, c'était pas possible. La première chose qu'on a fait lorsqu'on est arrivé à Bassilly, au château de Chantor, c'est d'acquérir une première jument. Et on a choisi une race qu'on adore par sa beauté et aussi son beau comportement et une belle nature. Ce sont des chevaux frisons. Donc les chevaux frisons sont des chevaux d'attache toujours noirs qui viennent des Pays-Bas. C'est une race qui a été créée au XVIIe et XVIIIe siècle, où, vous savez, le cheval qui était à la mode au XVIIe, XVIIe, ce sont les chevaux andalous, les chevaux ibériques. Les Lusitaniens également, donc de la avec péninsule une magnifique ibérique. encolure. Des chevaux très musclés, belle encolure, belles allures bien relevées, et qu'on a donc partout en Europe, des races locales, on les a mélangées avec les Andalous. On a essayé d'arriver à ça. Ouais. Exactement. Bon, les rois, les princes, eux, avaient des vrais Andalous. C'était des chevaux très chers. Par contre, après, des chevaux, des gens en ont acquis à l'époque et l'ont mélangé avec les chevaux locaux. Surtout que les Pays-Bas, c'était aussi, c'était Charles Quint aussi, hein, c'était l'Espagne aussi. Tout à fait, exactement, exactement. Et on les retrouvait comme ça. Et en plus, ils sont très grands, très hauts, hein, très élancés. Ils sont assez grands, mais ils sont costauds. Costauds, mais élancés en même temps. Oui, tout à et fait. Ils ont comment vous dites, des poils des fanons et des fanons. crinières très importantes, voilà, imposantes. C'est très très joli. Oui, et de belles allures. Et des belles très beau allures, trot. Enfin, c'est vrai que c'est... Et maintenant, donc, on a une deuxième poulinière, on a 3 poulins. Voilà, c'est la famille s'agrandit. Ah, la famille s'agrandit. Alors, ouais. Ensuite, sur les lacs, vous avez 2 couples. Juste une petite parenthèse, parce que j'y pensais en vous écoutant sur les chevaux. Vous êtes bien tombé aussi si vous aimez les chevaux dans la région. Hein, ça, c'est vrai que et surtout le canton l'ex-canton de Sartille. Hein. Mais juste une petite parenthèse, mais qui est très triste, c'est que cette nuit. Une partie du haras de Saint-Lô a brûlé. Hein, et donc, c'était la partie la plus ancienne, justement, celle qui n'avait pas souffert, parce que l'autre a été reconstituée après les bombardements de 1944. Et donc, c'est celle qui était en bois, comme Notre-Dame, en fait. C'était la partie la plus ancienne qui a brûlé. Et moi, ça me fait quelque chose, parce que j'y suis allée souvent. J'ai emmené beaucoup d'élèves voir ce haras magnifique. Mais il n'y a pas eu de chevaux de... Et ils ont réussi à sauver. Il y avait 25 chevaux qu'ils ont réussi à sauver. Important. Donc c'est ça qui est important. Oui, les chevaux sont sauvés. Oui, voilà. c'est pour ça je ferme la que parenthèse. le patrimoine, c'est toujours très important de bien le conserver, de faire Oui. attention. Mais c'est vrai que c'est très triste, hein, parce que des choses qu'on perd comme ça, c'est un peu de nous et de notre histoire qu'on perd. Hein. Alors, j'espère que ça va être fait. J'espère. Mais enfin, c'est du temps. Alors, revenons. Donc, après les frisons, il y a aussi les volatiles. Hein. Ça, c'est important aussi dans un parc. Et puis, surtout s'il y a de l'eau. Oui, donc il y a les cygnes. Voilà, ah oui. Donc, ça, c'est très romantique. L'oiseau romantique, l'oiseau aussi monarchique, un peu. Hein. Tout à fait, très majestueux, Ouais. hein, très digne, un très beau port de tête. Et donc, lorsque nous sommes arrivés, nous avons 2 lacs à Chantor. Donc, chaque lac a son couple, hein, et on a des signons au printemps, donc en plus sa vie. Vous voyez, il y a cette ambiance incroyable. Dans le reste du parc, il y a les ponts. Ah bah voilà, j'allais vous demander. Ah bah, dans un château, il y a toujours un parc de château, il y a toujours des léons. Ouais. Donc très bel oiseau. Ouais. Magnifique. Belle couleur, hein, une robe incroyable, et ce chant de trompette qui surprend au début, mais qui crée une magie dans le parc. Vous voyez, que quand vous promenez, que vous entendez ce coup de trompette, tout de suite, on pourrait penser qu'on est en Inde. Vous voyez, dans les jardins indiens. Oui, parce que c'est vrai ça aussi. Oui. On le voit beaucoup dans les estampes indiennes des pans. Exactement. Ouais. Ou bien dans les beaux parcs paysagers anglais. Oui. Ou bien sûr, comme ils ont été en Inde, ils les ont ramenés en premier. Ah oui, ça vient de là. Voilà. Et c'est aussi extraordinaire. Et ils vous approchent, ils vous tutoient comme ça quand ils marchent. Ils ne sont pas du tout peureux. Ils ont de l'espace, donc ils ont tout le parc pour se promener. Exactement. Est-ce qu'ils ont un endroit où ils vont la nuit Oui. Alors la nuit, parce qu'il faut faire attention. Ils pourraient être non, ils sont gros, mais enfin. Ça arrive. Ils pourraient être menacés par des renards. Oui. On en a eu plusieurs mangés par des renards. C'est la vie, la nature. Hein. C'est comme ça. Il faut vivre avec. Il ne faut pas lutter du tout. Mais ils peuvent se percher les pans. C'est ça. La nuit, ils montent sur le cèdre du Liban. Donc, qui est un des arbres les plus hauts de la propriété, qui est sublime. Le renard ne peut pas monter. Là ne peut pas monter du tout. Exactement.
En général, ils font jamais la roue quand on le veut, d'ailleurs, quand on veut prendre des photos. C'est vrai. Ils les font, bon, tant pis, je le ferai plus tard. Tu te retournes avec l'appareil photo, ils la font. Alors, c'est vrai que la roue, c'est quelque chose de complètement, complètement fantastique. Voilà, mais c'est ça qui en fait la richesse, c'est que c'est pas commandé. C'est pas commandé. Non, c'est la nature, c'est des animaux et ils ont leur propre vie. Et il ne faut pas trop les embêter, on les laisse vivre leur vie. Est-ce que vous avez des poissons aussi alors il y a des dans carpes. les lacs, on a des grosses carpes parce qu'on ne pêche pas, donc elles vivent leur vie. Et c'est bien parce que je crois qu'elles nettoient en plus les Alors ça dépend lacs, des espèces, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai que ça nettoie un petit peu. Et puis ça égaye, ça apporte un peu de mouvement. Et ça peut vivre très très longtemps et devenir énorme, non Tout à fait. Ouais. C'est un animal qui grossit tous les ans et c'est un des poissons qui a une des plus longues, d'eau douce, qui a une très longue longévité. Et d'autres animaux Oui, on a des petits moutons d'Ouessant. Ah ouais. Qui est le plus petit mouton d'Europe. Ah oui, c'est trop mignon ça. Ça c'est très mignon. C'est eux qui s'occupent de la coupe écologique, de la tonte écologique des vergers. J'avais rencontré justement à la fête de la bio à Vins il y a quelques semaines un monsieur qui s'occupe de justement qui loue des animaux. Enfin, il peut les vendre aussi. Je sais pas si c'était. Il vend toutes sortes de moutons. Alors moutons de la Branchin, mais aussi je crois que de Ouessant et des chèvres et d'autres bêtes. Et il dit ça c'est très là c'est très écologiste. Écologique, c'est une très belle tonte parce que ça tond. Oui. Et donc exactement. tous ces animaux s'entendent bien, voilà, ils forment une belle communauté. Tout à fait. Ouais. Ils se mélangent avec les animaux sauvages, comme les chevreuils qu'on voit quasiment. Il y a des chevreuils. Oui. Chevreuils. En ce moment, ça brame. Alors, ces cris fabuleux. On croirait vraiment dans la jungle africaine. On dirait des gorilles, des cris de gorilles. Oui, quand le chevreuil mâle brame comme ça, c'est extraordinaire. On se croirait vraiment pas. On se sent plus en Normandie, vous voyez. Dans la forêt. Donc on a des animaux aussi sauvages. Oui, il y a les blaireaux, il y a les lapins, les lièvres, j'en oublie, les oiseaux, on a beaucoup d'oiseaux. On est associé avec le Gaune qui va faire des identifications, des comptages pour suivre. Des écureuils. On a des écureuils, beaucoup d'écureuils. On a le pic noir, c'est un couple pour 400 hectares, donc vraiment, vous voyez, on a la chance de l'avoir. Le pic noir, comme le pic épêche, comme le pivert. Ah, d'accord. C'est un pic et qui est de plus grande taille et qui est noir, qui est superbe. Ah ouais, je ne connaissais pas. Non, moi non plus. Non. Moi, j'ai des pivers verts, bien verts. C'est le plus courant. Et le pic épêche aussi assez courant. Mais le pic noir, il y a peu de couples. Ah oui. Voilà. Et ils viennent chez vous, parce qu'il y a de l'espace, il y a des arbres. Ils se sentent bien. Et il y a des arbres qu'on laisse vieillir. Ouais. Voilà, parce que si après on parle un peu de paysage, on peut dire aussi l'importance de conserver les arbres. Alors les arbres, oui, parlons des arbres, parce que vous avez des espèces. Alors vous nous avez dit, il y a deux sortes d'arbres. Enfin, il y a les arbres courants de la région et d'autres plus exotiques qui ont été mis avant et qui durent depuis des années, alors exactement. Des siècles. Donc ça, c'était vraiment à la mode au 19e. On fait venir des arbres de l'étranger et on va les acclimater, comme on appelait les parcs d'acclimatation. C'est-à-dire que c'est l'idée. La Normandie est très bien pour ça. Le Cotentin, la Bretagne ont un climat qui est doux, un climat qui est arrosé, et c'est parfait pour acclimater des arbres qui vont venir de l'étranger. Ah oui, il y a le parc du château de Vauville que j'ai vu plus haut dans le Cotentin, qui est extraordinaire aussi. Ouais. Très beau jardin qui est planté de plantes australes et septentrionales très intéressantes. Là, donc, on va avoir des arbres qui sont arrivés au 19e par bateau des États-Unis. Comme le cyprès chauve de Louisiane, comme les séquoias, et j'en oublie, ceux qui vont arriver du Liban, comme le cèdre du Liban. On fait voyager les arbres. Les ginkgo biloba sont arrivés en premier, comme ça, par bateau. Après, on va les acclimater, on va faire des semis. Mais au départ, tous ces arbres, ils sont arrivés de l'étranger. Et bien sûr, on va les planter, comme je disais tout à l'heure, en isolé, pour qu'ils puissent bien se développer et montrer qu'on a de beaux arbres et le plaisir de se promener au milieu d'arbres qui n'étaient pas courants à l'époque. Aujourd'hui, vous allez dans une pépinière, vous allez trouver un ginkgo biloba. Mais vous expliquez-nous, je crois que mon mari me parle tout le temps des ginkgo biloba parce qu'il me dit que c'est un arbre extraordinaire aussi, parce qu'il est très ancien, c'est ça, et il n'est pas comme les autres. C'est l'arbre le plus ancien aujourd'hui. On parle de fossiles vivants, mais vous voyez, c'est un arbre qui est arrivé avant les dinosaures. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Et c'est un arbre qui est fabuleux de par sa reproduction, de par la forme de sa feuille. La feuille est très belle, elle est dessinée, elle est en forme d'éventail. En forme d'éventail.
éventail, ouais. Et ça représente des aiguilles qui sont rassemblées en feuilles. Donc c'est un peu différent qu'une feuille d'arbre moderne, entre guillemets, vous voyez. Ah oui, ni dans les... Il est très différent du reste. Il y a ceux qui sont avec les épines. Enfin, exactement, les résineux. Les résineux. Et il va y avoir donc qu'on appelle les gymnospermes, qui ont une reproduction qui est visible. Et il va y avoir les angiospermes, c'est-à-dire c'est les arbres modernes comme le chêne, les châtaigniers, dont la reproduction est cachée dans une feuille, dans une fleur. Vous voyez, et l'ovule, ensuite, je vais trouver le mot, la graine va se développer cachée au début dans un fruit, par exemple, etc. Ah, c'est bien d'avoir un biologiste au micro. On apprend plein de choses ici scientifiques. Et ce que je voudrais dire sur le ginkgo biloba, c'est parce que à Hiroshima, c'est bien sûr un souvenir, mais qui est triste, mais dont il faut parler parce que c'est l'histoire des hommes, et puis surtout, il ne faudrait pas que ça recommence. Donc, tout a été dévasté. Tous les vivants autour de la bombe sont morts, à l'exception de certains individus, comme certains insectes, et un ginkgo biloba est resté vivant, a résisté, c'est un arbre extrêmement résistant, à la bombe H d'Hiroshima. Donc on sait ce qui restera sur la planète. Quand on aura tout pété, il restera on espère qu'on en arrivera là. On espère. Il faut éduquer, il faut parler, et il faut y croire. Alors justement, tiens, vous me faites la transition parfaite parce que j'ai cru voir sur votre site que vous faisiez des visites pédagogiques aussi. Exactement. On propose pour les scolaires des visites dans le parc où on peut parler de différents thèmes. On peut parler des arbres, on peut parler de la reproduction des arbres qui est fascinante. On peut parler du romantisme, c'est une question d'âge après, du 19e, parce qu'on va retrouver beaucoup d'éléments à Chantor. On peut parler de l'eau à Chantor, parce que l'eau, il y a vraiment un réseau hydraulique aérien qui est superbe, qui commence par une mare au diable. Donc la mare au diable, on pense de George Sand. À George Sand, qui a été un best-seller, c'est pas le mot au 19e, mais toute la bourgeoisie l'a lu. C'est à la fin du romantisme, à la fin de la moitié du 19e. Et l'image qui était dans le livre, de la mare au diable qui est à côté de Nohant chez George Sand. Avec les feux follets, j'ai retenu ça. Ouais. Exactement. Mais je crois qu'on l'étudie plus trop maintenant. George Sand il y a d'autres romans fantastiques aussi à lire. Mais donc, l'image, l'estampe de cette mare au diable, on va la retrouver dans Saint-Impact. On la retrouve à Chantor, donc une belle mare au diable qui est une résurgence. Pourquoi on l'appelle une mare au diable ? C'est parce que c'est une résurgence d'une source. C'est une source, c'est un étang, et on ne comprend pas comment l'eau arrive. Parce qu'elle arrive par en dessous. Ah, il y a un côté, il y a ce côté surnaturel. Ce qu'on ne pouvait pas expliquer avant. Ouais. On l'expliquait par le diable, par le malin ou par d'autres choses. Et c'est pour ça que ça s'appelait une mare au diable. Et ensuite, cette mare au diable va se jeter dans une grande cascade, et c'est le début du réseau hydraulique avec une suite de bassins, de lacs, de cascades. Et donc, il y a une belle promenade à faire et une explication pour expliquer les sources. Donc, on peut faire des visites thématiques sur plein de sujets, plein de sujets scientifiques ou littéraires. Ça, c'est en discussion avec les professeurs, etc. On décide de quel sujet. Pour l'instant, vous avez reçu quelles écoles On a reçu des écoles de la région. Ouais. C'est le début, c'est la première année où on ouvre le parc. Donc là, c'est important de le dire pour les professeurs qui préparent déjà, parce que même s'ils sont en vacances, ils préparent leur rentrée. Et ça peut être une idée de visite. En biologie, pour parler des arbres, la reproduction, pour parler du romantisme en littérature, qui est un mouvement tellement sublime. Et en peinture, oui, justement. Et en peinture. Ah oui, c'est très très bien ça, voilà. Et donc des visites aussi tout public, alors là pas forcément pédagogiques. Et les visites pédagogiques, c'est vous qui les faites Oui, tout à fait. Toutes les visites, c'est moi qui les fais, c'est le propriétaire. Quand on voit comment vous êtes passionné, il n'y a pas de problème. Et les visites, alors pour les tout public, c'est pareil, Oui, on est ouvert tous les jours de l'année. Donc en juillet et août, on est ouvert de 14h30 à 18h30. Donc vous venez quand vous voulez dans ce créneau, d'accord. Et le reste de l'année, les 10 autres mois de l'année, nous sommes ouverts sur réservation. Il suffit de m'appeler juste avant pour que je sois là pour vous ouvrir le parc. Je fais toujours une petite introduction sur l'histoire de la façade du château et du parc. Et ensuite, vous partez avec un très beau plan que je vous montre, Sophie. On a repris le plan du 19e. Donc il y a une brochure qui explique tout avec le plan. Et après, vous laissez libre choix aux visiteurs de se promener où ils veulent. Exactement. Pour les individuels, ils se promènent avec le plan. Et pour ceux qui viennent en groupe, parce que j'ai pas mal de sociétés d'horticulture de toute la France qui viennent en bus, à ce moment-là, je fais une visite
guidé. D'accord. Mais c'est sur réservation seulement, bien sûr, Là, sur c'est rendez-vous. des professionnels aussi là, qui Oui, viennent. exactement. C'est des gens qui aiment les plantes, qui aiment les jardins, qui aiment les parcs et qui viennent dans le Cotentin, parce que le Cotentin a une très bonne image en ce qui concerne les parcs Oui. et les jardins. Oui. De par cette météo dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Un doux et aussi pluvieux, sauf en ce moment. On attend la pluie. Ouais, Ouais, là, comme là, partout, c'est- hein. Voilà, Pas c'est ce l'heure. qu'on disait. Je sais plus, on discutait avec des professionnels, c'était avec qui on avait dit, enfin, je sais plus, mais sur le fait que justement, c'était peut-être Alain Gilles Chaussat qui nous disait, évidemment, selon les publics, c'est pas les mêmes attentes, justement. Oui. Les Voilà, touristes, absolument. ils veulent du soleil, Ouais. mais c'est vrai que pour les Oui. jardins, c'est important, et pour les animaux aussi, et pour toute la nature, c'est important qu'il pleuve. Oui, exactement. Et donc, ce que je voudrais juste terminer pour le parc, donc c'est gratuit pour les enfants et pour les adultes, c'est 7 € par personne. Voilà, donc Voilà. ça va. Et il faut emmener les enfants parce que c'est vraiment. Oui. C'est une balade, voilà. Donc c'est toute la semaine. Toute l'année, je suis ouvert oui. tous les jours, mais par contre, Là, c'est sur le reste de réservation. l'année, Et juillet-août, c'est l'après-midi de tous les jours. Hein. Exactement. Du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, tous les jours, du 1er juillet au 31 août. Vous venez de 14h30 à 18h30 et on vous accueillera vraiment avec plaisir. Peut-être que si on est en groupe, c'est peut-être mieux de vous appeler avant quand même, non? Si on est en groupe, sans demande de visite commentée, on peut venir comme ça. Oui. Si vous voulez une visite commentée, Voilà. ça, il faut réserver. D'accord. C'est à partir Alors- de 10 personnes Ouais. qu'il y a une visite 10 commentée personnes. possible. Et donc 7 € pour les adultes et les enfants, c'est gratuit. C'est gratuit. Jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, c'est gratuit. Très bien. Et alors le numéro pour réserver justement, Alors, on peut m'appeler sur mon cellulaire. Donc, si vous avez de quoi noter, je vous le donne. Je peux le oui, donner. donnez-le. Puis de toute façon, sinon On on, peut ira- Sur Internet. on le trouvera sur la page Facebook. Hein, Voilà, c'est ça, ma du page Château de Facebook, Chantor. c'est châteaudechantor.com. Ouais. C'est très simple en un mot. Et vous pouvez redonner le numéro quand D'accord. même. Pour si Donc, les gens mon veulent numéro, noter. c'est le 06 74 30 66 64. D'accord. Voilà. Je voulais juste rajouter, avant qu'on se dise au revoir, un petit mot sur Auguste François Angot, justement, parce que vous Ah, en oui. parliez. Donc, il est né le 25 avril 1763 à Avranches, donc, et est mort le 4 juin 1141. Par contre, à Paris, tant pis pour lui. Donc, ce fut donc un homme poétique français, comme vous l'avez dit, député. Il est mort quand même à 78 ans. Il est mort assez vieux. Et donc, il y a bien, effectivement... Il n'a pas battu Victor Hugo. on a quand même vérifié au cas où, parce que bon, on habite quand même à Avranches, il y a quand même une place Angot, donc à Bah, en Avranches. plein cœur Voilà. d'Avranches. c'est Ah, ça voilà, tout à fait. Donc, rattaché à Avranches. Ben, on va se quitter. Écoutez, Oui. je crois qu'on a tout dit. Très bien. Eh bien, Non, merci beaucoup d'être Bah, venu. moi, c'était vraiment un plaisir Ah bah, de c'était- partager avec vous et les auditeurs le parc et le château de Chantor. C'est toujours un plaisir d'en parler. Ouais. C'est toujours Ouais, un on sent plaisir que vous êtes de se passionné. promener. Ouais. Nous, on Ça se donne promène envie. tous les jours. C'est vrai qu'on jardine tous les jours, Oui. donc on y est, mais aussi on profite tous les soirs de se promener parce que c'est toujours un plaisir répété et qui est extraordinaire. Oui, puis ça change toutes les saisons. Ça et change tout toutes le les temps, saisons. Il y a, comme je vous l'ai dit, différents jardins, différents Ouais. univers. Voilà. Bon, alors n'hésitez pas à y aller, donc tous les après-midi, ou à prendre rendez-vous si vous êtes en groupe. Voilà. Et allez voir sur la page Facebook déjà. Et donc, on va se quitter en musique, bien Et on va sûr. se quitter en musique. Et alors là, vous avez choisi un magnifique morceau de Gustave Mahler, l'Adagietto de la symphonie 5, numéro Qui est extraordinaire. 5. qui est Et extraordinaire. ensuite, on On écoutera... pense à Mort à Venise, mais Voilà. là, on peut mettre les images du château et du parc et ça va très Et bien ensuite, aussi. on écoutera deux autres choix pendant Oui. la seconde partie de Focus. Vous avez apporté plein d'idées. Oui. Ouais, Voilà. absolument. Deux autres choix de Bernard qui sont Léo Ferré, donc La mémoire et la mer. On a compris pourquoi. Mais aussi, donc alors là, par contre, c'est beaucoup moins connu. C'est un artiste. On peut Il dire, s'appelle Ah Bambi. oui, il faut dire une. Oui. Une. Bambi. C'est Voilà. Bambi, qui était un personnage interlope du Paris des années 50, 60, donc chanteuse extraordinaire, et qui parle très 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 bien de gens pour qui je suis très sensible, les transgenres, et qui, à l'époque c'était compliqué, aujourd'hui c'est plus simple, mais c'est toujours bien d'en parler, qui a fait un travail d'esthétisme fabuleux, et cette chanson elle l'interprète très très bien. Alors, on écoutera tout à l'heure, Oui. mais d'abord, voici donc Gustave Mahler pour Focus sur Avranches FM. Merci beaucoup à vous. C'est Avec interprété par plaisir. le. Pardon, je veux Oui, juste préciser allez-y. que c'est interprété par le Berliner Philharmoniker Oui. et c'est dirigé par Claudio Abbado. Ah bah oui, quand même pas le plus mauvais Voilà. des chefs d'orchestre. On écoute. Merci, à bientôt. Merci. Bonne fin de journée à À vous. bientôt. Merci.
Toujours aussi magnifique, Gustave Mahler à l'instant, ce qui nous a laissé le temps d'ailleurs de dire au revoir à notre invité, qu'on remercie encore d'être venu ce matin, Bernard Le Gall, donc pour le château de Chantor, Sophie.